Bien, bonjour. Nous abordons ce 7e cours qui est malheureusement donc plus de la moitié de notre parcours. Il reste encore des choses très importantes. J'espère que nous aurons le temps d'avoir au moins une idée générale de ce Senjusho qui est d'une très grande richesse. Alors aujourd'hui, nous allons aborder le 6e livre, qui est l'un des plus riches en poèmes de ce recueil, puisqu'il en poèmes japonais, il en compte 15. Le plus riche en est le livre 8, qui lui en comporte 35. Normalement, il faudrait que l'on consacre au moins 3 cours au livre 8. Je ne sais pas encore comment je vais arranger la suite des cours. En tout cas, nous allons accorder deux cours à ce livre 6 pour des raisons d'intérêt philologique, comme vous allez voir. Il comporte 15 épisodes, ce qui est plutôt nombreux, puisque la plupart des livres comportent 8 épisodes, 9, 11, 15 est tout à fait exceptionnel. Et donc le livre 8 aussi est important à ce sujet. Le livre 8 comporte 35 épisodes, excusez-moi, pas 35 poèmes. Il comporte à peu près, je crois, une vingtaine, un peu plus d'une vingtaine de poèmes. Alors, le premier des... Il y a donc, je disais, il y a 15 épisodes il y a 12 épisodes dans ce livre 6 et 15 poèmes. Alors, le premier des épisodes commence de façon curieuse. Surtout si on le compare, vous savez, au Kankyo no Tomo, au compagnon de la vie solitaire. Je vous ai dit que ce Senjusho était dans le prolongement de 2 recueils importants qui le précédaient. Le premier était le Hoshinshu de Kamono Chome, qui date grosso modo entre 1200 et 1220. Ensuite, nous avons le Kankyo no Tomo, qui est daté de 1222, et les compagnons de la vie solitaire, et ensuite ce Senjusho, qui est datable de la moitié du XIIIe siècle. Et très souvent, le Senjusho, les extraits des florilèges, des extraits d'un florilège, reprend des épisodes du Kankyo no Tomo de façon bien réécrite, de façon bien différente, avec parfois aussi quand même des rencontres de langue tout à fait révélateurs. Alors, ce qui est assez intéressant, c'est que le premier épisode que l'on va voir se trouve aussi dans le Kankyo no Tomo, donc le compagnon de la vie solitaire, mais il se trouve tout en tête du recueil, alors qu'ici nous le voyons en tête du livre 6 du recueil, ce qui est tout à fait intéressant, voire étonnant, parce que la différence du compagnon de la vie solitaire, donc du Kankyo no Tomo, qui aborde aussi la quête du prince impérial Shinnyo, dont je vais vous parler dans un instant, et donc la quête qui le mène de la Chine vers l'Inde. C'est un japonais, n'est-ce pas, qui va d'abord en Chine puis en Inde. Le Senjusho remet cet épisode, il reprend cet épisode, mais il le remet dans une perspective historique plus conforme aux présentations traditionnelles de l'histoire bouddhique japonaise. Vous savez que cette idée des Sangoku, n'est-ce pas, des trois royaumes par lesquels passe le bouddhisme, l'Inde, la Chine et le Japon. La Corée est un peu oubliée dans l'histoire, mais il est évident que pour les Japonais, la Corée est, si vous voulez, noyée dans l'orbite chinoise. Et avec en plus un curieux raccourci. Mais donc le Senjusho reprend l'épisode du Kankyo no Tomo et y ajoute ce prologue chinois, c'est-à-dire historique chinois, qui lui paraît indispensable selon la forme traditionnelle de la présentation du bouddhisme. Alors je vous donne simplement ici quelques mots, vous allez voir, ça va apparaître dans le cours du texte. Bon, je n'ai pas mis les caractères pour Xuanzang, Genjo, n'est-ce pas? Bon, je pense que tout le monde les connaît. Alors donc l'épisode est intitulé Le voyage en Inde
to-ten, n'est-ce pas? C'est le caractère do qui veut dire wataru, mais qui se lit ici to. Ten, c'est l'abrégé de tenjiku, évidemment le vieux mot chinois pour désigner l'Inde, et avec un sous-titre qui annonce qu'il s'agira de parler de Xuanzang, donc c'est-à-dire de Genjo, n'est-ce pas, et de Shinyo, du prince impérial Shinyo, et d'autres ensembles. Alors, comme il est assez naturel, pour l'époque, le pseudo-saigyo, j'appelle le pseudo-saigyo le narrateur qui est censé rédigé à la première personne, comme on pourrait dire, bien que ce ne soit pas le cas en japonais, il n'y a pas de première personne, mais le ton indique que c'est quelqu'un qui parle de quelque chose qui le concerne personnellement. Donc il fait précéder l'histoire du japonais Shinyo du rappel presque obligatoire de l'un des plus prestigieux voyageurs du monde chinois, bien sûr, Xuanzang, que vous connaissez tous, le maître du Tripitaka, Genjo Sanzo, n'est-ce pas, donc, qui est 602-664, qui est en pleine dynastie des Tang, fit son grand voyage vers l'Inde qui le mena pendant 15 ans dans les contrées occidentales de la Chine, c'est-à-dire vers l'Inde, entre 629 et 645. Vous savez qu'il en a retiré un livre très connu, qui sont les Mémoires des contrées occidentales, Saiki, et il est devenu après, évidemment, le héros d'un roman bouddhique chinois très, très célèbre de la dynastie des Ming, c'est pas le Saiyuki, le voyage en Occident. Alors, cette introduction qui remet Shinyo, le japonais, dans la perspective du grand voyageur chinois Genjo, Xuanzang, est intéressante par son ton désabusé, dont nous pourrons peut-être entrevoir la raison. Donc, après avoir brièvement esquissé la longueur du voyage, le texte du Senjusho nous décrit la désillusion de Xuanzang à son arrivée sur les lieux saints du bouddhisme. Le Jetavana, vous voyez, le Gyeong Shoja, c'est l'authentique, cette fois pas celui qui est à Kyoto, dont nous avons parlé la dernière fois, c'est-à-dire le jardin où le Bouddha, le Shakyamuni, exposa l'essentiel de son enseignement au cours des années, qui était dans la ville de Shravasti, vous voyez, Shaeijo, qui est le quatrième point ici, était dévasté. Le Jetavana avait disparu et il ne restait qu'un soubassement rocheux. L'étang de l'aigrette, n'est-ce pas, le Byakurochi, qui était dans le Chikurien, n'est-ce pas, près de l'endroit donc, où le Bouddha était entré dans le Nirvana, n'est-ce pas, le fameux bois, le bosquet des arbres Shala, n'est-ce pas. Donc cet étang était à sec et les inscriptions étaient effacées. Et le pseudo-saigyo redonne cette réflexion, alors tout à fait désillusionnée, de Xuanzang, en japonais, n'est-ce pas? Moroko shinite toku omoi yaritarishi niwa nizu. Cela ne ressemble pas du tout à ce que j'avais imaginé dans la lointaine Chine. Il est bien déçu. Et ce souvenir ne peut qu'arracher des pleurs au narrateur. Alors vient ensuite, avant que le propos ne retourne à Xuanzang, mais une brève digression qui ne mène apparemment à rien d'autre dans cet épisode, mais qui ne peut qu'attirer notre attention. Après la description de ce que nous pourrions appeler les ruines bouddhiques de l'Inde, survient une évocation de la poésie que l'on ne peut comprendre que dans l'ensemble du propos qui préside à la rédaction du Senjusho. Lisons-la tout d'abord. Je vous la donne ici et il vous suffit de suivre. Le premier caractère, donc, ce qu'on peut rikugi, littéralement les 6 sens, c'est-à-dire les six nuances que l'on peut apporter à la poésie, c'est une catégorie. Vous vous souvenez peut-être de notre cours d'il y a 3 ou 4 ans sur les poèmes aux divinités dans les recueils impériaux japonais. Nous avions vu la préface chinoise et japonaise, les préfaces chinoises et japonaises du Kokinshu. Et dans la préface chinoise du Kokinshu, donc le premier recueil de 905, se trouvait ce terme de rikugi, qui est très habilement transposé donc d'une catégorie chinoise traditionnelle c'est l'une des préfaces au livre des Odes, vous savez, le classique de la poésie chinoise,
et que l'on a adapté à la poésie japonaise. Nous n'entrons pas dans les détails, donc ces 6 sens veut dire simplement la poésie, mais la poésie en général. Alors je fais une traduction un peu libre. Ceux qui cultivent la poésie comme distraction, vous voyez, mote asobu, et cultiver, je reprends le concept qu'il y a dans Fuzoku. Ceux qui cultivent la poésie comme distraction prennent pour compagnon, tomo, n'est-ce pas, ceux qui prennent pour compagnon les amateurs de cette voie, et ne pensant qu'à se séparer du monde, leurs actes consistent à brûler de passion pour les couleurs. Tout en ne pensant qu'à se séparer du monde, leurs actes consistent à brûler de passion pour les couleurs de ces fleurs qui n'ont que 7 jours de vie avant d'être emportés par le vent sans consistance. Donc le terme de rikugi pour désigner la poésie chinoise, nous y sommes bien habitués, mais ici il est sans doute volontairement ambigu. Mais la plupart des commentateurs pensent qu'il s'agit de la poésie japonaise et nous les suivons. L'utilisation du terme fuzoku, littéralement cela veut dire, disons, les mœurs, je dirais les mœurs dans le vent, c'est-à-dire les coutumes populaires. C'est un terme que nous avons vu il y a quelques années utilisé par J.N. Et J.N., n'oubliez pas qu'il est à peu près de la même époque qu'un autre texte. Et c'est un terme qui a une grande importance justement dans les théoriciens de la poésie japonaise, parce que les fuzoku, les mœurs, les coutumes locales, localisées, désignent bien sûr les coutumes chinoises, mais aussi avant tout comme comparaison, comme point de comparaison avec les coutumes japonaises. C'est presque une revendication culturelle. Et je pense qu'ici, on peut tout à fait entendre Rikugi no Fuzoku comme la poésie japonaise, à cause même de ce terme de Fuzoku qui indique une spécificité du Japon. Et donc le texte revient ensuite, après cette incursion dans les thèmes caractéristiques de la poésie japonaise, vous voyez les fleurs qui se dispersent, etc., comme symbole de l'impermanence du phénoménal, hana no hiro, n'est-ce pas, qui n'ont que quelques jours à vivre. Donc le texte revient après à la description désolée de l'Inde. En conséquence, dans son désir de transmettre la loi, après s'être rendu en Inde au prix de tant de souffrances, au péril de sa vie, pour y découvrir le vent soufflant violemment sur le mont des Aigles où avait été prêché le Sutra du Lotus. En sanskrit, c'est le pic du vautour, mais traduit en chinois puis en japonais par le mont des Aigles. Donc, pour y découvrir le vent soufflant violemment sur le mont des Aigles, c'est-à-dire qu'il n'y a plus rien, c'est désolé, l'absence de toute clarté de la lune, plus de clair de lune, n'est-ce pas, Tsuki no Kage, et vous savez que Tsuki, la lune, et clair de lune, c'est la pensée éveillée, et c'est le Bouddha qui surgit dans le monde. Donc, le vent souffle, et l'absence de toute clarté. La désolation sur la rive de l'Ajitavati, excusez-moi, l'Ajitavati, c'est vous voyez, Batsudaiga, c'est le fleuve qui passe près de l'endroit où le Bouddha atteint le nirvana. Ce n'est pas l'endroit que j'avais décrit tout à l'heure, qui est un autre endroit de Shravasti, c'est pas l'étang du Héron. Alors, donc, sans nul aspect purifié, avec les endroits où le Bouddha avait exposé l'auguste loi, Minori, hanté par tigres, loups et chacals, quelle dut être sa tristesse. Nous comprenons bien sûr, à la juxtaposition de ces deux textes, que le point commun entre l'émotion littéraire du poète, qui déplore la brève splendeur des fleurs, et la tristesse qui s'est emparée de Xuanzang, de Genzhou, sur les hauts lieux désertés du bouddhisme indien, est la commune perception de l'impermanence, Muzhou. C'est un thème qui revient tout au long de ce livre-ci spécialement. Sans qu'il soit nécessaire pour lui de se livrer ici à de plus amples développements, le narrateur met donc en parallèle l'activité poétique, waza, qui a été utilisée tout à l'heure, et la plus héroïque conduite qui se puisse imaginer pour le fidèle bouddhiste, se rendre en Inde à la recherche de la loi. Si nous prenons ce passage au pied de la lettre, donc, le poète est comme le pèlerin en Inde, car les deux sont confrontés à l'évidence de l'impermanence des choses. C'est la seule façon de comprendre cette curieuse juxtaposition. Ainsi,
ce que l'on pourrait appeler le prologue de ce premier épisode du livre 6, qui se réalise en une hardie mise en parallèle de deux activités a priori fort différentes, sert à introduire une personnalité japonaise tout à fait exceptionnelle, celle du prince impérial Shinnyo, l'un des rarissimes moines japonais, et peut-être le seul, qui tenta de se rendre en Inde. Le texte donne des détails assez précis sur la carrière monastique de Shinnyo, sur lesquels nous ne pouvons pas nous arrêter. Mais alors qu'on l'appelle aussi, il a plusieurs surnoms, on l'appelle Kogaku ou bien Takaoka Shinno, n'est-ce pas, ou bien Nagaoka no Shinno. C'est donc c'était un prince impérial qui s'est trouvé écarté du pouvoir lors d'une des nombreuses crises du palais qui ont surgi tout au long de l'histoire japonaise, en particulier à l'époque de Heian. Il est du 9e siècle, n'est-ce pas? Et il a été, la crise qui avait éclaté était en 810, il a été écarté du pouvoir, il est entré dans les ordres, il a été étudié auprès de Kukai, et il avait d'ailleurs étudié aussi les doctrines plus philosophiques de Nara, en particulier l'école des Trois Traités, et il se rend en Chine en 861. Il y meurt en 865, et on ne sait pas trop comment. Alors les livres occidentaux anciens parlaient d'une mort au Laos, n'est-ce pas, ce qui est un peu bizarre. C'est simplement un terme géographique qui avait été interprété comme le Laos, mais il s'était rendu en Inde par la voie maritime. Il n'avait donc pas suivi Xuanzang, mais plutôt un autre pèlerin plus ancien qui était de Yijing, n'est-ce pas, qui était allé par la mer. Et il est probable qu'il soit mort en Malaisie. Donc, les détails qui sont donnés dans le texte servent à démontrer que le religieux était profondément versé dans les doctrines les plus profondes, mais se trouvait encore insatisfait. Même en se rendant en Chine, ce qui était déjà un saut exceptionnel dans l'inconnu pour l'époque, son aspiration à la loi, à la vraie loi, ne se trouva pas rassasiée. Il fallait aller plus loin. Et le compagnon japonais qui l'avait accompagné en Chine, lorsqu'il s'enquit de lui, là je passe des détails, apprit plus tard, puisqu'il avait essayé de le retrouver, qu'il avait été dévoré par un tigre sur le chemin de l'Inde. C'est un embellissement de la légende. Nous ne savons rien, n'est-ce pas? Mais l'épisode se termine sur les propos admiratifs du pseudo-Saigyo, qui redonne des exemples de l'impermanence, en particulier en montrant la futilité de ceux qui essayent, comme certains empereurs chinois, de prolonger indûment leur longévité. Et vous voyez que en traitant de la Chine, le Senjusho parle aussi du taoïsme et des doctrines de longue vie, quelque chose que nous avons déjà vu l'an dernier. C'est cette résurgence du taoïsme parfois dans les discussions sur la Chine. Il y a bien sûr lieu de nous interroger, par-delà les louanges dithyrambiques de Saigyo ou du pseudo-Saigyo, sur la valeur qu'il accorde au dessin du pèlerin. Tout au long de l'épisode est répété qu'en Inde ne se trouve plus de traces de Bouddha, Busseki, n'est-ce pas, Hotoke no Hato. Le raisonnement peut être poursuivi par les lecteurs eux-mêmes. Si le pèlerinage indien n'est plus qu'un parcours mélancolique sur la splendeur disparue du bouddhisme, en quoi diffère-t-il de la contemplation méditative du poète sur les phénomènes de la nature? Et c'est pour cela que cette mise en parallèle, tout à l'heure, qui peut nous surprendre sur la poésie et sur les pèlerins, veut dire que c'est une sorte de justification de la vie de Saigyo lui-même. Saigyo n'a pas tenté d'aller en Inde, il n'est même pas allé en Chine, il n'a fait que suivre des chemins de pèlerinage, parfois dans des sentiers non battus encore, n'est-ce pas? Il a, dans des endroits très sauvages du Japon, mais enfin, ce n'est que le Japon. Vous vous souvenez de l'épisode que nous avions vu la dernière fois, où il traverse le Japon de part en part, enfin, c'est-à-dire d'ouest en est, pour aller de Notohanto, n'est-ce pas, jusqu'à Miyajima, mais ça ne fait que 4 jours, n'est-ce pas? On est loin des voyages en Inde où il faut un an et demi pour aller de Chang'an jusqu'à au-delà de l'Himalaya. Donc ce premier épisode donne le ton au livre 6,
L'épisode qui le suit immédiatement reprend en le développant le thème de l'impermanence, en prenant Mujo, n'est-ce pas, Tsunenaki, en prenant cette fois l'exemple des souverains. Le souverain Go-Reise, je ne sais pas si je n'ai pas donné, enfin, ce sont des caractères qu'on trouve très facilement, n'est-ce pas? Le souverain Go-Reise qui meurt en 1068, aussitôt suivi, dont la mort est aussitôt suivie dans la même nuit, à l'aube de la même nuit, de la mort d'une épouse impériale, Nyoin. S'ensuit alors une digression sur la tristesse de ce double deuil, dont le caractère tragique est comparé aux illustres amours de l'empereur Xuanzong, de l'empereur chinois Xuanzong et de Yang Guifei, vous savez, la concubine Yang, au 8e siècle, ce fameux épisode qui n'est pas du tout comparable, puisque l'empereur Xuanzong a été assez lâchement obligé de livrer sa concubine à la rancune de ses généraux qui la tenaient pour responsable des troubles de l'Empire. Et l'empereur, n'oubliez pas qu'il était en fuite devant le rebelle Han Lushan, n'est-ce pas? Et donc Yang Guifei est exécuté par ses généraux. Alors c'est un peu... Mais évidemment, vous savez que c'est un thème poétique très répandu, et il faut comparer en gardant toute proportion. Évidemment, il est justifié par le fait qu'on trouve exactement ce parallèle tout au début du Genji Monogatari, comme vous le savez, dans les amours de la mère de Genji, qui est une courtisane de rang assez inférieur, et de l'empereur. On compare là aussi à Yang Guifei. Le Senjusho nous dit que la tristesse de la mort de l'empereur fut compensée par la joie de l'accession de l'empereur Go-Sanjo au pouvoir suprême, n'est-ce pas? Le roi est mort, vive le roi, c'est exactement la même chose qui est décrite en quelques mots dans ce passage. Mais c'est une joie qui fut de courte durée, puisque le souverain Go-Sanjo mourut 4 ans plus tard, en 72. Donc toujours des exemples accumulés de l'impermanence. Nous savons bien, nous y sommes habitués, mais c'est particulièrement important dans ce livre 6. Passons sur les autres exemples d'illustres disparitions pour arriver à l'unique poème de cet épisode. Il est de la main de l'une des plus célèbres poétesses japonaises, et il est cette fois bien attribué, n'est-ce pas? Il s'agit de Akazome Emon, qui date de la première moitié du XIe siècle. Vous savez que nous avions vu un poème d'elle particulièrement spirituelle. Elle était mariée à un grand lettré, et nous avons quelque chose d'assez rare dans la poésie japonaise, des échanges de poèmes entre cette femme poétesse, infiniment plus connue que son mari. Son mari était plutôt un spécialiste des lettres chinoises, d'ailleurs. C'était un pédant de l'époque, n'est-ce pas? Et évidemment, c'est Akazome Emon qui est la plus connue des deux. Elle avait un fils, Oeno Takachika, que je vous donne ici, qui est mort en 1046. Mais le poème que nous avons ici, et qui est conservé dans le Shikawakashu, je vous donne que vous regardez la 4e rubrique, ce poème donc était date d'avant. Il est mort en quelque sorte de sa belle mort à un âge tout à fait normal, mais lorsque Takachika avait été nommé à un poste en province, il tomba malade en chemin. Et sa mère se rendit, donc Akazome Emon, se rendit au sanctuaire de Sumiyoshi. Et vous savez, n'est-ce pas, nous en avons déjà parlé plusieurs fois la dernière fois, puisque c'était l'un des thèmes récurrents du livre 3. Sumiyoshi, le dieu de Sumiyoshi, qui apparaît ailleurs qu'à Sumiyoshi. Et n'oubliez pas que c'est l'un des hauts lieux, l'un des sanctuaires protecteurs de la poésie japonaise du waka. Donc sa mère se rendit à Sumiyoshi, à Osaka actuellement, et supplia la divinité, comme l'ont fait d'innombrables parents à tous les dieux imaginables par le monde, n'est-ce pas, au cours de l'histoire. Elle pria pour que sa vie soit échangée contre celle de son enfant. Mais le poème qu'elle composa en cette occasion montre l'étendue de son dilemme, qui peut être celui de tout parent, n'est-ce pas?
je vous donne ce poème donc, qui est conservé dans le Shikawa Kashu. Je vous donne ma traduction. Cette vie que je propose d'échanger, kawaran to omo. Et vous voyez que dans l'anthologie, là c'est le texte du Senjusho, dans l'anthologie c'est kawaran to inoru. Kawaran to omou inochi wa, ou bien kawaran to inoru inochi wa. Cette vie que je propose d'échanger, ou bien que je prie les dieux d'échanger, c'est-à-dire ma vie contre la sienne. Point ne m'y attache, Oshikarade. Mais quelle tristesse d'être de lui séparé. La mère aimante qu'elle est donnera bien volontiers sa vie pour que soit sauvée celle de son fils, mais quelle que soit l'issue de sa prière et de la maladie, qu'elle soit exaucée et qu'elle disparaisse, ou que le mal suive son cours et que son fils meure, le résultat sera pour elle le même, elle se trouvera séparée de lui. Il faut croire que les poètes bénéficient de grâces spéciales, puisque la divinité de Sumiyoshi fit en sorte que les deux fussent épargnés. Mais le narrateur reprend la parole de façon un peu, encore une fois, désabusée, sinon ironique. La mère qui pria la divinité de Sumiyoshi, c'est-à-dire la poétesse Akazome Emon, n'est plus, comme à l'Asie. Quant au fils pour qui elle pria, a-t-il dépassé les 100 ans de vie? 100 ans passent en à rien, Hodonasa, et ne sont pour nous qu'un songe. Mais le narrateur le dit lui-même, Mujo to yu koto wa, l'impermanence n'a rien d'une profonde doctrine. Fukaki o homon yarazu. Qui pourrait l'ignorer? C'est une évidence, ce n'est même pas la peine d'en parler, mais il ne fait qu'en parler, n'est-ce pas? Ils font donc œuvrer pour ces renaissances ultérieures, Gosei, et laisser ceux qui ne sont pas conscients, et laisser de côté ceux qui ne sont pas conscients de vivre dans une demeure en flammes. Il reprend le mot canonique kataku, n'est-ce pas, la demeure en feu, qui est, comme vous le savez, le mot que l'on trouve dans le Sutra du Lotus, au chapitre sur la parabole Hiyuhon du Sutra du Lotus, n'est-ce pas, la célèbre parabole des enfants qui sont enfermés dans une demeure qui est en feu et que le père essaye de faire sortir de cette maison en train de brûler pour les sauver. Et les enfants, étant trop puérils, justement, ne comprennent pas l'imminence du danger. Il faut user de subterfuges pour les en faire sortir. Donc le kataku, il n'insiste pas, il met simplement le mot kataku, qui est tout de suite une référence que tout le monde comprend au Sutra du Lotus. Tout l'épisode donc n'est qu'un long sermon sur l'impermanence. Et le troisième, que nous laisserons de côté car il ne comporte pas de poème, est dans le prolongement du deuxième, avec de nombreuses expressions que l'on y trouve répétées mot pour mot. Nous passerons donc directement au quatrième épisode, et qui est lié d'ailleurs très étroitement avec le cinquième. Passons encore une fois sur les détails et reprenons d'office les titres les plus évidents. Le quatrième épisode a pour titre « Le saint de Nishiyama », Nishiyama Shonin. Et le cinquième s'intitule parfois, selon les versions, soit la mort, soit la bonne renaissance, donc la mort, Shikyo, ou la bonne renaissance, Ojo, de Saiju. En réalité, les deux épisodes ont pour personnages principaux Saigyo et son ombre, son compagnon que l'on voit apparaître de ci, de là dans le Senjusho, mais toujours de façon un peu en retrait, n'est-ce pas? Saiju, n'est-ce pas, et celui qui demeure à l'ouest, n'est-ce pas? Nishinisumu, pourrait-on dire. Enfin, et nous l'avons déjà rencontré une fois. C'est le compagnon permanent de Saiju. Et d'ailleurs, je ne l'avais pas dit à l'époque, puisque nous ne connaissions pas encore suffisamment le Senjusho pour que je vous en parle. Vous savez que l'épisode par lequel j'avais ouvert ce cours, ce fameux épisode qui se trouve au livre 5 sur la fabrication d'un golem, n'est-ce pas, d'un cadavre vivant dans les profondeurs du mont Koya, que nous allons revoir tout à l'heure, dans le mont Koya. Donc c'était parce que Saigyo se retrouvait sans compagnon avec qui faire des poèmes. Et le moine, le
il parlait d'un hijiri avec qui qui était parti à Kyoto. Ce hijiri en question, c'était bien sûr Saiju. Donc nous l'avions déjà vu, même sans le nommer. Et alors, donc, ces deux épisodes ont pour personnages principaux, pour protagonistes, Saigyo et Saiju. Et nous allons voir que là aussi, enfin, je ne veux pas faire de parallèles abusifs, mais il y a une sorte de personnage qui va naître qui est un mélange des deux. Vous allez voir de quelle façon. Et donc le premier des deux épisodes est consacré au sein de Nishiyama Shonin, dont nous allons voir la naissance en quelque sorte. Ici encore, dans cet épisode, dans ces deux épisodes, même le narrateur est censé être directement Saigyo. Vous savez que c'est un subterfuge aussi littéraire, mais le ton de la narration, grâce à cela, est particulièrement vivant. Je ne vais pas vous donner les passages narratifs parce qu'ils sont trop longs et le temps nous est vraiment compté, mais nous arrêterons avant tout au poème. Alors, Saigyo reste dans le vague en commençant son histoire. C'était vers le début du 8e mois, mais on ne sait pas de quelle année, n'est-ce pas? Sugitaru Hachigatsu no Hajime Tsukata. Il s'est trouvé en compagnie de Saiju, de son compagnon. Et ils voulaient prendre tous les deux un bac, Watani Bune, n'est-ce pas, à Naniwa, donc le nom traditionnel de la région d'Osaka, la baie d'Osaka. Ils aperçoivent une barque de pêcheurs à la ligne, Tsurihune. Ce n'est pas un pêcheur au filet, mais à la ligne. Et Saiju voudrait profiter de l'occasion pour, tandis qu'il se ferait transporter, réciter, au moins en cachette, le nom d'Amida et prier pour la renaissance favorable des malheureux poissons. Ils sont pris de compassion pour les poissons que tue le pêcheur et ils vont faire une sorte de kuyo, n'est-ce pas, d'offrande à la fois de prière et de récitation. Le nembutsu, la récitation du nom d'Amida, sera une sorte d'offrande au man des poissons, si j'ose dire. Et donc ils joindront l'utile à l'agréable, ils se feront transporter et en même temps ils assureront une bonne renaissance aux poissons. C'est un thème assez courant. Je voudrais simplement vous parler d'un épisode très connu du Shasekishu, qui est aussi un autre recueil de Setsuwa, donc de contes édifiants, à peu près contemporain du Senjusho. Il doit dater du milieu du XIIIe siècle, qui a été splendidement traduit en français par Hartmut Rotermund, donc les collections de sables et de pierres. Et dedans, nous avons l'image d'un moine, d'un prédicateur ambulant un peu extravagant, qui, lui, voit aussi des pêcheurs, mais qui pêchent cette fois au filet, n'est-ce pas, amis. Donc amis au nagete, n'est-ce pas, qui jettent leur filet pour pêcher des poissons. Et il dit à ses disciples, mais ces pêcheurs sont extraordinaires, c'est tout le contraire d'ici, n'est-ce pas? Parce qu'en jetant leur filet, de leur barque, ils récitent en permanence le nom d'Amida, parce que les vaguelettes qui viennent battre la barque font dabou, dabou, n'est-ce pas? Le bruit, l'onomatopée qui évite les vagues. Et puis en jetant leur filet, il dit ami, ami. Ami veut dire le filet, et c'est le début de ami. Donc ami dabou, dabou. Donc en jetant les filets et le flot des vagues, ça fait ami dabutsu. Vous voyez que c'est tout à fait le contraire d'ici. Ici, Saiju, qui est quelqu'un de très pieux, ne voit dans ce pêcheur à la ligne que le crime contre la vie, n'est-ce pas, le seisho qu'il commet. Donc il prie le pêcheur de les prendre, de les mener de l'autre côté du bras d'eau où ils sont. Alors le pêcheur refuse d'abord, arguant du fait que sa barque n'est pas un bac. Mais ils insistent et il finit par les laisser monter. Et voyant le pêcheur commettre ses crimes, Saigyo lance la première partie d'un poème s'attendant à ce que son compagnon, Saiju, le complète, n'est-ce pas? C'est-à-dire qu'ils vont dans cette barque tout en priant
tout en invoquant le nom d'Amida, ils vont se livrer, les deux amis vont se livrer à leur occupation favorite, qui est une joute poétique, qui est la composition de poèmes, mais cette fois, ils le font sous forme de poèmes liés, n'est-ce pas? C'est ce qu'on appelle les renga, n'est-ce pas? Les sunagaru uta, les poèmes liés les uns aux autres, qui consistent donc à lancer une première partie, un kaminoku, n'est-ce pas? Les trois premiers vers d'un waka, c'est-à-dire 3 vers de 5 syllabes, et celui qui est le compagnon donne le shimonoku, la seconde partie, les 2 vers de 2 fois 7 syllabes. Mais vous allez voir que c'est... en quoi consiste exactement ce renga? Il est un peu bizarre et nous allons voir pourquoi. Donc le premier, en tout cas, nous allons voir qu'il s'agit en réalité d'un subterfuge narratif, encore une fois, d'un détournement, comme nous avons vu la dernière fois, tel que nous en avons déjà vu. Mais nous faisons donc semblant de croire le narrateur, le pseudo-saïyo, qui lance ce kaminoku, n'est-ce pas, cette première partie, Jean de Naniwa. En quelle baie allez-vous au fond pourrissant? Vous voyez de la façon dont j'adapte le texte. Kuchihaten. Naniwa Bito, là, c'est le pêcheur lui-même, n'est-ce pas? Et il lance ce kaminoku, il le lance à haute voix, bien sûr, donc le pêcheur à la ligne l'entend. Et pendant ce temps, Saiju, comme je vous le dis, la narration est très vivante, n'est-ce pas? C'est le Kaozueste, n'est-ce pas? Saiju, s'appuyant la main contre la joue, réfléchit à la seconde partie le pêcheur qui est là, qui est décrit comme un vieillard, Okina, et qui est déjà âgé, dit-on, Koto no hokani toshita-ketaru, shito. Donc, il le prend de court et il récite, coupant l'herbe sous le pied, n'est-ce pas, de Saiju, Aokoto namini mio shizumetsutsu. Alors, je n'insiste pas sur les... vous remarquez la forme nami, n'est-ce pas? Nami, qui est une sorte de causatif, la forme en mi, un causatif, une particule, un affixe causatif, un suffixe causatif qui est mis aux adjectifs. Donc, nashi, nami, parce qu'il n'y a pas, n'est-ce pas? Donc, il dit donc, Aokoto namini miyoshizume-tsutsu, point de rencontre, parce qu'il n'y a pas de rencontre, donc point de rencontre. Aussi, aux vagues, je me plonge. Saigyo et probablement Saiju aussi, vous voyez qu'il y a une variante tsukushitsutsu. Donc Saigyo et probablement Saijo sont plus qu'agréablement surpris, mezuraka ni oboete, et heureux d'avoir pu entendre choses si inattendues en montant à bord de la barque. Ureshisayo to omou koto. C'est toujours la rencontre avec le personnage inattendu, n'est-ce pas, que nous avons déjà eu plusieurs fois, Tadabito ni Anazu. Mais pourquoi sont-ils si surpris et heureux? Comme on s'en doute bien, le poème n'est pas à prendre en son sens manifeste, encore qu'il soit déjà suffisamment complexe. Il décrit à première vue, dans la première partie, la condition misérable des pêcheurs de la baie de Naniwa. C'est Ikanaru et Niwa, et la baie. Se pourrissant littéralement la vie, si vous voulez m'excuser cette vulgarité, mais ça va très bien avec le kuchihaten, n'est-ce pas? Kuchihatsu. Mais évidemment, comme nous le savons bien maintenant, la locution « et ni », comme nous l'avions vu naguère, s'entend aussi comme « eni », « en », c'est-à-dire le lien karmique, l'affinité. Aussi, les 3 vers se comprennent ici comme « gens de Naniwa », c'est-à-dire vous les pêcheurs au sens de poisson, n'est-ce pas, mais ils sont en même temps pêcheurs au sens comme étant des péchés. Gens de Naniwa, quel terrible lien vous créez-vous par votre occupation néfaste? C'était une interpellation adressée au vieillard, et le vieillard l'a bien prise comme telle, alors que Saigyo méditait une réponse. Le vieillard a compris ce dont il s'agissait, et la réponse du vieillard se déroule sur 2 plans. Parce que je ne rencontre personne, Aokoto namini,
Parce que je ne rencontre personne pourrait développer le caractère désolé de sa malheureuse occupation, mais nous sommes avec des religieux, et la rencontre ici ne peut signifier que celle du Bouddha, Ao, Hotoken ni Ao, n'est-ce pas, Shibutsu. Il s'enfonce donc dans le péché, et le Miyoshizume-tsutsu, il s'enfonce de plus en plus dans la solitude, mais c'est sa condition va de plus en plus bas. Et donc le Okina, le vieillard, coupe pour ainsi dire l'herbe sous le pied de Saiju, qui était venu avec son compagnon pour lui faire reproche d'attenter à la vie des êtres. Il reconnaît que le fait qu'il n'ait pas rencontré la voie bouddhique l'a mené peu à peu à sombrer dans le péché. Cet échange en forme de renga serait déjà suffisant pour notre délectation, mais en réalité, pour les connaisseurs de l'époque, il va plus loin, car ainsi que nous l'avons dit, il s'agit encore une fois d'un véritable détournement, mais si évident, pour les gens de l'époque toujours, qu'il nous faut aussi l'apprécier comme un fait littéraire. Ce poème, en réalité, n'est pas un renga, mais c'est un waka bien répertorié qui figure dans le Shinkokinshu, comme je vous le donne ici, et qui est un auteur on ne peut plus célèbre, qui est Fujiwara no Yoshitsune, qu'on appelle aussi le Seisho Dajo Daijin, n'est-ce pas, dans les anthologies impériales, donc le grand ministre Fujiwara no Yoshitsune, qui était l'un des grands poètes de l'époque. Chose encore plus savoureuse, ce poème figure au livre 11 du Shinkokinshu. N'oubliez pas que c'est le grand recueil poétique du début du XIIe siècle, c'est-à-dire très peu éloigné de la composition du Senjusho. Et c'est le dernier grand recueil qui sera le concurrent presque du Kokinshu du début du Xe siècle. Il répond au Kokinshu 3 siècles plus tard, n'est-ce pas? Et en même temps, son prestige est déjà énorme dès l'époque. Et qui plus est, il figure dans la rubrique poèmes amoureux Koi no Uta. Ce n'est pas du tout un poème bouddhique. Il ne concerne en rien le bouddhisme. Le lien dont il est question ici, ce n'est pas le lien karmique du tout, c'est la relation amoureuse tissée avec la personne aimée. La rencontre, le Aokoto Nami, ce n'est pas la rencontre avec le Bouddha, c'est le rendez-vous galant. Et l'on appréciera même la façon dont un mot du poème original a été changé, parce que ça aurait été trop évident s'il l'avait gardé, n'est-ce pas, et n'oubliez pas que c'est le pêcheur à la ligne qui fait ça, n'est-ce pas? S'il avait gardé au lieu de Mio Shizume-tsutsu, l'original qui était Mio Tsukushi-tsutsu, c'est-à-dire sans pouvoir la rencontrer, je me consume, n'est-ce pas? Mio Tsukushi-tsutsu, ça aurait été un jeu de mots avec le mot que je vous donne en 4e rubrique, Miyotsukushi, qui sont malheureusement, j'ai oublié de télécharger l'illustration, je vous en avais donné une autre fois. Ce sont ces espèces un peu comme ceux qui sont allés à Venise, n'est-ce pas, dans la lagune, vous avez des espèces de poteaux indicateurs de loin en loin qui signalent le trajet des bateaux, des vaporetti, etc. Le Miyotsukushi, ce sont des sortes de poteaux indicateurs qui indiquent les hauts fonds dans la baie de Naniwa. Et vous voyez que c'est un jeu de mots avec mi-otsukusu, c'est-à-dire consumer son énergie, consumer son corps. Alors, j'aurais pu, en gardant cette idée de poteaux plantés au fond, n'est-ce pas, on aurait pu traduire le dernier, le Shimonoku, la seconde partie du poème, que sans la rencontrer, me voilà planté là. Ça aurait été un peu l'image, n'est-ce pas? Mais on voit bien que notre pêcheur à la ligne, qui est un poète raffiné manifestement, ne pouvait pas garder cela parce que le sens amoureux aurait été évident, donc il l'a changé en Shizume-tsutsu. Il ne saurait être question ici de piraterie littéraire. Il s'agit d'un poème recueilli dans l'une des plus célèbres anthologies, qui n'est inférieure en prestige qu'au Kokinshu. L'auteur est l'un des poètes les plus connus de son temps et fait partie de l'espace littéraire qui va de Saigyo à Jien.
Le contenu et le style du Senjusho ne sont en rien populaires, vous le voyez, n'est-ce pas, à chaque page, à chaque ligne. Le livre s'adresse à des lettrés. Nul ne peut donc en ignorer. Quelle serait alors l'intention du compilateur en se livrant à un détournement aussi évident? Cela ne peut signifier qu'une chose, à notre avis, c'est que tout poème, même ceux qui sont déjà classés dans des rubriques bien précises, qui n'ont rien à voir avec la doctrine bouddhique, tout poème waka, donc, est susceptible de renfermer un sens salvifique et d'assurer le salut de celui qui l'entend, voire qui le récite seulement, comme c'est le cas ici. Et je ne reviens pas, malheureusement, nous n'avons pas beaucoup de temps, je ne reviens pas là-dessus. C'est une constante, n'est-ce pas? Je le répète parce que les gens n'en sont pas assez conscients, tout waka peut être repris dans un sens bouddhique. Et nous le verrons à l'époque d'Edo, vous avez des anthologies où l'on reprend les wakas les plus littéraires dans un sens justement salvifique. Ce poème d'amour de Yoshitsune devient un poème conjoint de deux saints bouddhiques, Saiju et celui qui deviendra, nous allons le voir, le saint de Nishiyama, Nishiyama Shonin. D'ailleurs, si nous revenons à la narration, le poème fait son effet. Le vieillard n'a plus envie de pêcher, dans les deux sens. Imawa shitasura suri o yamete. Il laissa tomber la ligne, n'est-ce pas, sa canne à pêche, et se met tout entier au renga, aux poèmes alternés, n'est-ce pas? Renga ni kokoro ide haberi. Saigyo, sans doute Saigyo, donc, ils se prennent au jeu, tous les trois se prennent au jeu, et Saigyo lance donc encore, c'est pas précisé que ce soit Saigyo, mais on peut lance encore un kaminoku, qui est celui-ci, n'est-ce pas? Sur ma barque et sous les flots, ayant ainsi vieilli. Ce à quoi le vieillard répond: au travail de la plongeuse, de la pêcheuse, en ce monde, point de répit. Ama no shiwaza. Nous avions vu tout à l'heure le mot waza déjà, n'est-ce pas, à propos de la poésie. Vous vous souvenez, je suis passé très brièvement dessus, mais vous voyez que comme les choses se répètent de loin en loin. En ce monde, point de répit. Le jeu donc se poursuit exactement de la même manière. Ici encore, il s'agit d'un poème détourné, du même auteur, Yoshitsune, et du même recueil, le Shinko Kinshu, bien qu'il s'agisse cette fois des miscellanées, des zoka, n'est-ce pas, du recueil des miscellanées. Nous sommes maintenant habitués au jeu de mots qui se déploie ici, Ama no Shiwaza, car nous l'avons vu plusieurs fois, et parfois imposé par Saigyo lui-même, alors qu'il n'était pas dans le texte original. C'est la plongeuse et la nonne, la religieuse bouddhique, n'est-ce pas? Ama veut dire les deux. Nous avons déjà vu un exemple avec le poème de la Dame d'Issée, vous vous souvenez, dans lequel le sens aucunement bouddhique à l'origine avait été tiré délibérément dans la même direction. Dans l'existence que mène le vieillard, il n'y a pas de loisir que l'on puisse consacrer à la pratique du bouddhisme. La leçon est claire pour le lecteur. Tout poème peut donc devenir poème de libération, de déclenchement de la pensée d'éveil. C'est Hoshin, n'est-ce pas? C'est ce qu'il a fait ici. La pensée qui va induire dans la voie celui qui l'aura eu, qui l'aura conçu, qui l'aura déployé. Et nous nous rappelons l'épisode dans lequel un hijiri demande à un moine errant ce qu'est son homon, le texte scripturaire sur lequel il appuie sa méditation, et que celui-ci, aussitôt, compose un poème sur le volubilis, Asagao, dont la rosée disparaît avant la fleur, illustrant ainsi l'impermanence, et comment le moine errant, dès lors nommé Hijiri, il était d'abord nommé Muenso, et après nommé Hijiri, dit abruptement à son interlocuteur: voilà mon homon, korekoso homon. L'intérêt de cet épisode, en dehors de la démonstration de la versatilité des usages du waka, est que si l'on fait abstraction de l'origine du poème et que l'on ne tient compte que de l'épisode lui-même, c'est encore, en quelque sorte, le poète lui-même, puisque n'oubliez pas que le Shimonoku, la seconde partie, est donnée par le pêcheur, qui s'éveille avec son propre poème. C'est une sorte d'auto-éveil, d'auto-admonestation. Et c'est ce Shimonoku, donc, qu'il ajoute au vers déclencheur donné par Saigyo. Nous avons donc une relation de Hoshin, de déploiement de la pensée d'éveil, dont l'occasion est fort complexe. On ne sait pas si c'est soi-même ou autrui qui fait l'éveil ici,
Et vous allez voir que il y a un prolongement, puisque le vieillard qui dit de lui-même qu'il a 50 ans, c'est vous dire s'il est vieux, raconte qu'il est le rejeton d'une liaison entre un fonctionnaire moyen de la capitale et d'une plongeuse, d'une ama. N'ayant pas de famille, il lui est d'autant plus facile de renoncer à sa condition. Et dès lors, après cette rencontre sur la barque, il se retire dans le voisinage de Nishiyama à Kyoto, y bâtissant son ermitage. Il sera connu sous le surnom de Nishiyama no Shonin, parfois donné avec Hijiri, n'est-ce pas? Shonin est écrit avec Hijiri maintenant. Et il prendra comme nom religieux Gyoju. Je ne sais pas si je ne l'ai pas donné, c'est-à-dire qu'il mêle il mêle les noms religieux des deux religieux qui l'ont sauvé, Saigyo et Saiju. Le Sai veut dire ouest, n'est-ce pas? Donc il prend Gyo et Ju, pratiquant et demeurant, et il s'appelle lui-même désormais Gyoju, combinant les noms de ces deux parrains en quelque sorte, Saigyo et Saiju. Donc vous voyez que c'est un poème tout à fait intéressant par sa complexité et son caractère paradoxal, à la fois par le détournement de poème, un poème amoureux qui devient ce qu'on pourrait appeler Hoshin no Uta, un poème déclencheur de l'éveil, et puis aussi par le fait que ce soit celui qui récite le poème lui-même qui s'éveille avec son poème, qui n'est pas son poème, comme vous l'avez vu. Vous voyez le nombre de détournements qu'il y a dans cet épisode. Et le cinquième épisode, qui se situe dans le prolongement de celui que nous venons de voir, et qui porte parfois le titre de la bonne renaissance de Saiju, Saiju no Hojo, peut être tenu comme la reconstitution de la dernière entrevue des deux amis. Reconstitution a posteriori, évidemment, par le Senjusho. Saigyo, ou le pseudo-Saigyo, se décrit comme pratiquant au mont Koya, encore une fois, lorsqu'il entend dire que Saiju est gravement malade. Il est à Kyoto, dans un petit ermitage qui s'est bâti dans le voisinage de Kyoto. Vous voyez que c'est un érémitisme quand même presque urbain, n'est-ce pas? Il est quand même tout près de la capitale. Et vous allez voir qu'en réalité, il n'est pas si loin du monde que cela. Enfin, nous n'avons pas le temps de parler du concept d'érémitisme à l'époque. Alors, il se rend donc aussitôt, Saigyo se rend à Kyoto au chevet de son ami, qu'il trouve considérablement affaibli. Bien qu'il ait pensé que la mort n'était pas aussi proche, malheureusement, elle arrive bien plus tôt qu'il ne le pensait, et Saiju, tourné vers l'ouest, c'est important ici, vous allez voir pourquoi, Nishinimukete, n'est-ce pas, s'en va vers le paradis d'Amida, Ojos. Du moins le pense-t-on, mais il y aura une suite. Toujours est-il, et vous allez voir encore les paradoxes, c'est pour ça que j'ai intitulé ce cours « Les paradoxes », toujours est-il que l'on peut imaginer l'état d'esprit de Saigyo, donc c'est vraiment son ami de toujours, qui reçoit d'un noble personnage, je ne le nomme pas ici, Kazain no Chusho, c'est pas peine, l'invitation pressante à se rendre chez lui afin de lui parler de ce décès. Le noble personnage en question, le Kazain no Chusho, est bouleversé, car il était allé au printemps dernier contempler les fleurs à Higashiyama, dans l'est de Kyoto, n'est-ce pas, comme le nom l'indique, et ce fut la dernière fois alors qu'il vit le religieux. Et tout en relatant cette histoire, ce souvenir, le Kazain no Chusho récite ce poème. Nare narete, n'est-ce pas, en toute familiarité, en toute amitié, habitué que j'étais à cette relation. Donc, que c'était la dernière fois qu'entre amis nous contemplions le printemps, que ne l'ai-je su, sous les fleurs de Shirakawa. Bon, je passe sur les détails grammaticaux, n'est-ce pas? Nado Shirakawa, Nado Shirazu, n'est-ce pas? Pourquoi ne l'ai-je pas su? Et le jeu de mots sur Shirakawa, passons là-dessus. Issu encore, et sans que l'on en voie bien le sens, voire l'utilité, nous assistons à un autre véritable détournement de poème, puisque cette pièce, qui se trouve aussi dans les miscellanées du Kokinshu, ne fait que déplorer la transplantation d'un cerisier. Et il est de Fujiwara no Masatsune. Donc ce n'est pas du tout un poème sur une mort, ce n'est pas une élégie, c'est un poème relativement anodin,
Et il est tout aussi curieux, par exemple, que Saigyo n'ait pas relaté le dernier poème de Saiju lui-même. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Et nous pouvons effectivement nous interroger encore sur le sens de cette narration. Saigyo s'occupe de la création, de la crémation, qui est une sorte de création, de recréation de son ami, et va porter ses cendres au mont Koya. Il retourne au mont Koya, n'est-ce pas? N'oubliez pas que le mont Koya est un haut lieu de l'ésotérisme fondé par Kukai. Et à l'époque qui nous intéresse ici, il y avait un très important courant de la terre pure, du Jodo, dans le Mikkyo, dans le Shingon japonais. Nous en avions vu quelques aperçus il y a 2 ans lorsque nous avions travaillé sur l'un des traités les plus intéressants de Kukai. Donc ce n'est pas antinomique, mais malgré tout, vous allez voir que, alors que l'on s'attendrait à quelque chose d'amidique, nous en sommes loin. Enfin, peut-être pas tant que ça. Et là-bas, il arrive au mont Koya pour y déposer les cendres de son ami. Il a un rêve où Saiju lui apparaît et lui révèle qu'il est désormais dans la cour extérieure du ciel des dieux Tushita, Tosotsuten no Gein, Nite. Saigyo s'étonne. Alors on pourrait s'étonner. On pourrait s'étonner de son étonnement, vous allez voir de quoi il s'étonne. Pourquoi la cour extérieure, Gein, et pas la cour intérieure, Nain, celle même où prêche le futur Bouddha Maitreya, Miloku Bosatsu, Miloku Butsu, qui, ne l'oublions pas, est au ciel des Tushita depuis déjà pas mal de temps et qui va en descendre dans quelques millions, voire milliards d'années, 5 millions à peu près, des poussières, n'est-ce pas, pour prêcher la loi après Shakyamuni. Vous savez que Maitreya et Shakyamuni étaient pratiqués ensemble, mais que Shakyamuni, par ses pratiques, a pris un âge cosmique, un kalpa d'avance sur Maitreya. Donc Maitreya est descendu et Shakyamuni est descendu et Maitreya fait ce que font les Bouddhas. Vous savez que le Bouddha, avant sa naissance dans le monde des hommes, le futur Bouddha, donc le Bodhisattva, dans le monde des hommes, avant sa naissance dans le monde des hommes, Geten, n'est-ce pas, descend du ciel des Tushita où il attend. Donc, et vous savez aussi que le statut de Maitreya est très ambigu. On l'appelle parfois Miloku Bosatsu, très souvent Miloku Bosatsu, mais on trouve aussi Miloku Butsu. Disons qu'il est si proche de l'état de Bouddha qu'on peut le considérer comme un Bouddha. Et il prêche comme un Bouddha dans sa terre pure, qui est ce qu'on appelle le Tosotsu Jodo, n'est-ce pas, c'est-à-dire la terre pure des Tushita. Donc Saigyo fait une digression édifiante à ce sujet. Si même un ermite qui a renoncé aux facilités de la vie de cour comme Saiju n'a pas eu accès à la cour intérieure, au Nain, qu'en sera-t-il alors de ceux qui n'ont pas eu la force de renoncer au monde? Mais c'est à présent à nous de nous étonner. Saigyo ne remarque que la différence entre le Nain et le Gein. Il y a pourtant une remarque bien plus importante à faire. Pourquoi Saiju, qui a passé sa vie de pratiquant à réciter l'invocation à Amida, qui est mort tourné vers l'ouest, comme c'était bien indiqué, et qui a donné à son ami rendez-vous en sa terre pure, dans la terre pure d'Amida, avant de mourir, se retrouve-t-il en une autre terre pure, celle des Tushita, où préside Maitreya? Ce n'est pas Amida, c'est Maitreya. Il y a une erreur d'aiguillage. Il est bien connu que les croyances en la terre pure de Maitreya étaient plus développées que celles concernant Amida à l'époque de Nara, dans les écoles traditionnelles de la capitale du Sud, le Hososhu, n'est-ce pas? Et vous allez voir ce Hososhu qui est toujours en bruit de fond, nous allons le retrouver dans un instant. Mais elles avaient été éclipsées au cours de Heian par la vague amidiste. Comment se retrouve-t-elle ici en plein cœur d'un recueil consacré à la bonne renaissance, Hojo, forcément auprès d'Amida? Bien évidemment, comme on le sait aussi, les croyances bouddhiques japonaises n'ont rien d'exclusif. Rien n'empêche de passer de la terre de Maitreya à celle d'Amida. Malgré tout, on ne peut s'empêcher de remarquer ce décalage dans un épisode aussi central de la vie de Saigyo, qui n'est pas conforté par d'autres éléments dans le livre. Faut-il y voir de l'humour, une sorte d'humour ou de paradoxe, justement,
une sorte de totalitaire alitaire. Vous connaissez peut-être cette histoire qui concerne, alors le monachisme occidental, latin pour cette fois, n'est-ce pas? Vous savez, c'est au Moyen-Âge, deux moines qui ont passé leur temps en dévotion, un peu comme Saigyo et Saijo, et qui se sont fait la promesse, ils étaient très amis, si l'un des deux meurt le premier, de revenir un an après sa mort en rêve, ou enfin en apparition, pour dire à son ami ce qu'il en est de l'autre monde. Et il décide d'être le plus bref possible et de ne dire qu'un mot, soit talitaire, c'est bien comme on s'y attendait, tel quel, soit alitaire, c'est autrement que ce que l'on s'y attendait. Et au bout d'un an, un des moines meurt, l'autre attend pendant un an. Au bout d'un an, le mort apparaît en rêve et dit totalitaire, alitaire. C'est totalement différent. N'est-ce pas? Et là, on a un peu la même chose. Il part pour le paradis d'Amida et il se retrouve dans le Gain de Maitreya. Nous avons donc notre incapacité pour l'instant à trancher la question, et c'est somme toute plutôt rassurant. Il ne faut pas pouvoir tout expliquer, ce serait de l'arrogance. Abordons à présent le 6e épisode. Je suis désolé, je vais un peu dépasser, mais qu'il nous faut présenter en raison de l'originalité de l'oracle de Kasuga, le Kasuga no Ontakusen. Vous connaissez le mot Takusen que j'ai déjà mentionné à plusieurs reprises, qui est révélé et qui va nous changer de ce que nous avons vu jusqu'à présent dans les oracles, qui étaient toujours poétiques. Cela se passe au temps de l'empereur Toba, donc qui est un contemporain de Saigyo. On peut penser que c'est au moment de Saigyo, enfin dans la vie de Saigyo. Le protagonisme est un noble fort important, un grand personnage de l'administration de l'Empire, connu sous l'appellation de Fukeno Dono, ou bien Fukeno Nyudo Dono, le religieux, en tant que religieux, qui avait parcouru tout le cursus des honneurs politiques et s'était fait bâtir une splendide demeure auprès du Byodowin, que l'on appelait justement le Fukedono. L'âge venant, il fut saisi du désir d'entrer dans la vie religieuse, Goshuke no Onkokorozashi Adite, et alla demander conseil à la divinité du Kasuga Jinja. Vous savez que c'est le sanctuaire ancestral du clan des Fujiwara, qui est donc auquel est rattaché le temple du Kofukuji, qui est aussi le temple clanique des Fujiwara. Donc le Kofukuji, qui est un haut lieu de la doctrine, de l'une des doctrines les plus philosophiques du Hossoshu, qui est le Hossoshu dont je vous ai parlé un instant et que nous allons revoir. Donc, il va demander conseil pour la vie religieuse, pour son entrée dans la vie religieuse, un sanctuaire Shinto. Encore une fois, paradoxe. Mais nous savons bien que c'est dans les sanctuaires Shinto que l'on va demander conseil, même pour le bouddhisme. Mais le paradoxe va être dans la réaction. Ces visites ne restent jamais sans réponse, n'est-ce pas? Et apparaît au Fukedono un enfant de 11-12 ans, de belle prestance et d'une beauté raffinée, n'est-ce pas? Ketakaku, dit-le. Et donc, qui s'écria. Alors, voici le texte qu'il donne. Il faudrait le lire, alors, évidemment, je ne vais pas vous le lire d'abord, nous n'avons pas le temps, en kundoku, mais il faut le lire vraiment ici en sino-japonais, n'est-ce pas? C'est-à-dire Suikan Jidikai Furishiki, Nen Shinai Shiki Ukyoushin. Alors, il faudrait lire, beaucoup de gens diraient Shinki, mais il faut le lire Shingo Hitaku Nai Gyo Shoko. Et il finit Ara Omoshiroya. Je vais vous donner une traduction. Je ne vais pas m'y étendre, d'abord parce qu'il ne va pas le temps, et vous allez voir pourquoi il ne faut pas s'y étendre. Bien que par la contemplation l'on saisisse que le phénoménal et le principiel ne soient pas séparés de la conscience, cependant cette conscience interne comporte objet et pensée contemplante, car la production de la pensée dépend forcément de la naissance de son objet interne. Ah, que c'est rigolo! Vous voyez
Vous voyez le contraste. Le noble religieux est certes étonné, mais l'enfant continue et lui fait un petit sermon. Ce n'est pas un poème ici, le poème c'était ça. Je suis la troisième des 4 divinités de Kasuga. N'entrons pas dans les détails, il s'agit donc de Ame no Koyane no Mikoto. Et je me réjouis fort de ta visite, car en prenant conscience de la précarité de ce monde et en renonçant aux pompes, Kazali Orosan, tu m'as causé une si grande joie que je viens t'en faire part par cet oracle. Prends garde d'oublier de garder l'impermanence à l'esprit, et j'en serai toujours réjoui. Tu as 2 fils, et là l'oracle, c'est vraiment un oracle, une prophétie. Tu as 2 fils, les 2 te succéderont à la tête de ton clan. Le seigneur Tadamichi, qui est mort en 1164, dirigera l'administration en toute honnêteté. Il aura une splendide calligraphie. Il excellera en poésie et en musique. Aussi aura-t-il réputation de bonne personne. Et pourtant, comme il n'aura point de pensée d'éveil, Dōshin, il ne sera pas du tout selon mon cœur, Kokoro Kanawanu. Son cadet Yorinaga, mort en 1156, aura pour principe directeur tous les classiques, sans doute ici confucéens, je n'insiste pas, ni un petit, et assurera fermement l'administration de l'Empire, Seimu. Il sera infaillible pour juger les gens de bien et les mauvais. Ainsi, ta descendance sera certes louable, Adigatashi, mais comme ils feront peu de cas des rituels shinto et bouddhiques, Shinji Butsuji, ils causeront du tort au temple de ton clan, ou Jidera. Aussi ne serais-je pas de leur côté. Ne serais-je pas à leur côté. Il s'agit bien sûr d'une prophétie post-éventum. Les 2 frères se trouvant dans des camps ennemis lors des troubles de succession de Hogen en 1156, qui virent la mort de Yorinaga. La pensée du pseudo-Saigyo est en tout cas fort claire. Seul le retrait des affaires du monde agrée véritablement aux divinités. D'autant plus qu'à trop se mêler de la vie politique, les revers inéluctables portent atteinte à l'intégrité des temples et sanctuaires. Cet oracle est éminemment intéressant en ce qu'il se présente sous forme d'une citation de scolastique chinoise, dont la source ne nous importe guère ici. Mais elle est dans... en réalité, c'est un commentaire très connu d'un disciple de Xuanzang, de Genjo, auquel il avait fait allusion au premier épisode de ce livre. Vous vous rappelez, il y a toujours ce rappel. Et c'est un texte très important de l'école Hosso, de l'école donc scolastique, philosophique Hosso, qui est liée au Kofukuji, le monastère bouddhique, qui est parent en quelque sorte du Kasuga Jinja. Alors vous voyez que c'est divisé, que ça marche par groupe de 8, n'est-ce pas? On pourrait dire à la rigueur que ça forme 3 vers, parce qu'ils sont de même, ce ne sont pas des vers, mais on peut les considérer comme des vers. Mais c'est bien sûr l'exclamation de l'enfant Dieu qui relativise singulièrement l'importance de la révélation. C'est hyper rigolo, n'est-ce pas? Ara Omoshidoya. Il assène une citation extrêmement compliquée et il la retourne. Il dit c'est pas ça l'important. On comprend bien que ce n'est pas l'important. C'est ce qui va nous être dit. À la fin, donc, le pseudo-Saigyo nous donne son avis. Il signale que l'oracle, le Taksen, est une récitation du chapitre sur le rien que conscience, mais, dit Saigyo, une pensée aussi profonde sur un corps d'une condition aussi superficielle, Fukaki Kokoro et Asaki Mi, n'est-ce pas, c'est le verbe que je suis moi, comment pourrait-elle être comprise? Je n'y comprends rien, dit Saigyo. Aussi la laisserai-je de côté et n'en parlerai pas. Iwazu. Et cependant, nous dit-il, après l'avoir répété, il répète ces 3 vers incompréhensibles, et il dit, à la réciter, cette citation, mon cœur s'en trouve spontanément purifié, et mes larmes coulent à flot. Un oracle aussi vénérable, Totoki Mikotonori, peut-il ainsi donc inciter un cœur stupide? Le sens de ce texte n'est autre que celui-ci, ne tiens pas ta pensée comme pensée. C'est-à-dire, kokoro ba, kokoro to na. Excusez-moi, je vais vous donner le sens exact parce que
Bon, je ne la retrouve pas ici. Excusez-moi, j'ai oublié de la noter. Mais ne tiens pas ta pensée comme pensée. C'est quelque chose comme kokoro na omoiso, kokoro to na omoiso, voilà, et qui est une phrase exactement parallèle à l'adjonction de la divinité d'Issée que nous avions au premier épisode, konomi o mito na omoiso, ne considère pas ton corps et ta condition comme ton corps ou ta condition. Vous voyez que à mi répond kokoro, correspond aussi à la citation de Saiyo tout à l'heure, fukaki kokoro et asaki mi. Donc, ne tiens pas ta pensée comme pensée, débarrasse-toi aussi de ta pensée, parce qu'à essayer de penser ce texte, on n'y comprendrait rien. Saiyo, on n'y comprendrait rien. Saiyo ne veut pas en savoir davantage sur le sens de cet oracle. Nous n'essayerons pas d'aller ici plus loin que lui, mais savourons le changement du poème japonais à la pompeuse citation scolastique, dont l'effet est brisé et retourné par le cri railleur « Ara omoshiroya », c'est pas rigolo, ça. Décidément, ce texte nous réserve encore des surprises. Nous le verrons la prochaine fois. Je vous remercie pour aujourd'hui.